Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. L'idée de ce podcast, c'est de me focaliser sur la santé préventive, car en tant que naturopathe, mon métier n'est évidemment pas de me substituer aux médecins. Or, ce sont elles et eux qui sont compétents pour traiter de diverses manières les maladies. Alors, vous me direz, pourquoi faire un épisode sur une pathologie justement, puisque la naturopathie ne peut rien y faire ? Eh bien précisément, ce sur quoi nous allons insister aujourd'hui est tout à fait en rapport avec la naturopathie. Y aurait-il un environnement ou des habitudes de vie qui vont plutôt encourager la maladie à se développer ? Y a-t-il des manières de renforcer son terrain lorsqu'on est atteinte ? Non pas pour en guérir, mais pour éviter autant que possible que les choses se dégradent. Nous sommes donc bien dans la mission de prévention. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Monique Havaz, naturopathe et coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par l'endométriose. Donc que vous soyez ou non concerné par le problème, j'espère que cet épisode vous permettra de mieux connaître ce dérèglement physiologique très handicapant qu'est l'endométriose, et que vous y trouverez quelques réponses à vos interrogations. Salut Monica, bienvenue sur le podcast La Santé par Nature, comment ça va ? Salut Anthony, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Très heureux de te recevoir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, depuis les bancs de l'école de naturopathie en fait, parce qu'on on a fait nos études ensemble à ISUPNAT à Paris. Et alors aujourd'hui, on va pas mal parler de l'endométriose, mais pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ton parcours et pourquoi tu es devenue naturopathe ? Oui, avec plaisir. Alors moi, au début, j'ai eu un parcours tout à fait classique avec les études, un job en CDI. Je travaillais dans la finance en entreprise en tant que contrôleur de gestion. J'habitais en région parisienne et arrivé à un certain moment, vers autour de mes 35 ans, je pense. Voilà, je commençais à sentir que j'étais en train de passer un peu à côté de ma vie avec ce rythme parisien, métro, boulot, dodo, où on travaille juste pour les vacances, etc. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était de prendre soin de ma santé au naturel, de prendre soin de moi, d'aller faire du sport, de m'intéresser à ce que je mangeais, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert la naturopathie. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Donc au début je suis vraiment arrivée dans la naturopathie en vue d'une reconversion professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai démarré ISUPNAT. Et à la suite de ça, je me suis faite coacher aussi. Et puis je me suis lancée en tant que naturopathe. J'ai quitté mon CDI. Je suis venue vivre au Portugal et j'ai transformé ma vie comme ça. Ok, tu parles portugais ? Je parle portugais, ouais, j'ai des origines portugaises. Ah d'accord, ok, génial. Pas couramment, mais je me débrouille bien. Et tu es également coach de vie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Ouais, bien sûr. En fait, je suis convaincue que la santé, ça passe aussi par un quotidien riche de sens, le fait de se sentir à sa juste place, pleinement épanoui, etc. Donc c'est un peu mon parcours de vie aussi. Et donc le coach va aider ou accompagner la personne dans une dynamique de changement, que ce soit personnel ou professionnel. Donc étymologiquement, coach, ça vient de coach. Et le coach, c'est celui qui amène une personne d'un point A à un point B. Et donc, c'est ce qu'on va faire en coaching. La personne, elle vient avec une problématique qu'elle a envie de résoudre ou quelque chose qu'elle a envie de changer dans sa vie, dans sa façon d'être, de faire, etc. Et donc, on va l'aider à atteindre ses objectifs. Et donc, contrairement à la thérapie, là, on va pas donner de conseils. Mais on va permettre à la personne de mettre en lumière ses propres ressources, aller voir ses blocages, ses croyances limitantes pour essayer de trouver, de voir les choses sous un angle différent, etc. et de trouver ses propres ressources pour qu'elle puisse elle-même atteindre ses propres objectifs. Donc on est vraiment dans des moyens différents où en naturopathie, on va donner des conseils et la personne va appliquer ou pas ces conseils-là.
Dans le coaching, on va plutôt responsabiliser, empuissancer la personne, et c'est elle qui va trouver ses propres ressources, sa manière de faire pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, donc je trouve que le coaching et la naturopathie sont vraiment très complémentaires. Excellent. J'aime bien le mot empuissancer. Ouais, Ça fait très justement coaching. c'est ça. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à l'endométriose? Est-ce que tu as fait une formation spéciale pour aider les femmes touchées par cette pathologie? Ouais. Bah en fait, quand j'ai commencé les études de naturopathie, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ce que moi je vivais personnellement tous les mois quand voilà j'avais mes règles, bah c'était pas normal. Les douleurs au point de se rouler par terre, de faire des malaises, voilà, de plus pouvoir rien faire de sa journée tellement les douleurs sont intenses. Bah moi on m'a toujours dit que voilà c'était normal, qu'il fallait prendre la pilule, qu'il fallait prendre des anti-inflammatoires et que ça passait et que voilà c'était juste pas de chance. Et donc la naturopathie m'a aidé à prendre conscience que finalement non, il y a vraiment quelque chose derrière ça et que c'est pas normal. Et donc j'ai fait des recherches par moi-même déjà pour trouver un spécialiste qui m'a diagnostiqué l'endométriose. Donc c'est pour ça que je me suis après intéressée à ce sujet-là pour en naturopathie pour aider aussi les autres femmes. Mais voilà, au début, c'était vraiment une recherche très personnelle par rapport à des problématiques que je rencontrais moi-même. Et donc, bah voilà, j'ai fait d'abord des recherches pour moi. J'ai fait voilà des recherches sur Internet, beaucoup de lectures, sur des sites spécialisés, etc. J'ai commencé à mettre en place voilà les choses d'hygiène de vie qu'on nous apprend en école de naturopathie classique, on va dire. Et à l'issue ou même avant la fin de notre formation, j'ai fait une formation spécialisée en naturopathie appliquée à l'endométriose. Après, j'en ai fait une deuxième aussi de naturopathie appliquée à l'endométriose. J'ai fait aussi une formation en phytothérapie, en accompagnement de la femme de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc voilà, voir comment la phytothérapie peut aider sur toutes les problématiques féminines. Et encore aujourd'hui, je suis toujours en formation. Là, en ce moment, je suis une formation d'hormonologie, où là, c'est de la démarche fonctionnelle en micronutrition appliquée à tout ce qui est hormones. Donc voilà, j'arrête pas de me former et oui, je me suis formée sur des sujets bien spécifiques sur l'endométriose ou les hormones. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est que l'endomètre et l'endométriose? Ouais. Alors l'endomètre, c'est la paroi interne à l'utérus. Donc c'est ce qui tous les mois va s'épaissir au rythme de la valse des hormones féminines. Donc au cours d'un cycle menstruel, ou on pourrait plutôt dire un cycle ovarien, puisque c'est plutôt l'ovulation qui domine en fait dans notre cycle. Mais donc sous l'effet des œstrogènes et de la progestérone, l'endomètre, donc cette fine paroi interne à l'utérus, c'est ce qui va s'épaissir. Et s'il n'y a pas de fécondation, c'est ce qui va se désagréger et qui va provoquer les règles. Donc ça, c'est l'endomètre. Et l'endométriose, en fait, c'est une maladie gynécologique, mais systémique plutôt, où en fait, on va retrouver des cellules qui sont semblables aux cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc on peut en trouver au niveau des ovaires, des ligaments utérosacrés, au niveau de la vessie, du côlon, voilà, et de toute la paroi du petit bassin. Pour certaines femmes, on peut même en retrouver au niveau du diaphragme, des poumons, et voilà, de manière très très rare au niveau du cœur et du cerveau. Mais donc ces cellules qui sont semblables aux cellules de l'endomètre vont réagir de la même manière à nos hormones, c'est-à-dire que au cours d'un cycle, elles vont s'épaissir, se vasculariser, et au moment des règles, elles vont aussi saigner. Et contrairement aux règles, elles vont pas pouvoir s'évacuer par le vagin, et donc ça va créer des adhérences, du tissu cicatriciel, de l'inflammation locale, et c'est ce qui va provoquer des douleurs. Ok. Et qu'est-ce que l'adénomiose? Alors l'adénomiose, c'est une forme d'endométriose. Donc l'endométriose, les cellules endométriales sont à l'extérieur de l'utérus. Et dans l'adénomiose, on va retrouver ces cellules-là à l'intérieur de l'utérus, donc au niveau du myomètre, le muscle utérin.
D'accord, ok. Donc voilà, Donc, donc c'est la différence entre endométriose et adénomiose. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'endométriose, on inclut l'adénomiose. ah d'accord, ouais. Donc il y a différents types d'endométriose. Oui, il y a différents types d'endométriose. Jusqu'à il y a quelques années, on parlait d'endométriose de type 1, 2, 3, 4, en fonction de la profondeur et comment dire, et des symptômes. Aujourd'hui, on a abandonné cette classification et on va parler d'endométriose superficielle ou profonde, d'endométriose ovarienne ou d'adénomiose. Donc l'endométriose superficielle, les lésions vont être localisées au niveau du péritoine. Donc le péritoine, c'est cette membrane qui entoure tous les organes de l'abdomen. L'endométriose profonde, là les lésions d'endométriose vont être situées à plus de 5 mm à la surface du péritoine et elles vont infiltrer les organes. Donc ça peut infiltrer la vessie, le côlon, etc. Voilà, le vagin, les ligaments utérosacrés, voilà tout ce que j'ai dit avant. L'endométriose ovarienne, on appelle ça aussi des endométriomes. Ça va être des kystes au niveau des ovaires. Donc en réalité, c'est un peu comme des poches de chocolat chaud. Souvent, on appelle ça des kystes chocolat aussi. Où à l'intérieur des kystes, on va trouver un liquide un peu visqueux, couleur chocolat, où c'est en fait tous les mois avec les règles, les cellules vont saigner et en fait, le corps va envelopper ça dans une petite poche qui va créer un kyste. Et l'adénomiose, on en a parlé, donc les cellules sont à l'intérieur de l'utérus, donc au niveau du muscle utérin. Ok. Et est-ce que l'endométriose peut être couplée à d'autres troubles gynéco, tels que le syndrome prémenstruel, par exemple? Oui, ça c'est très courant, puisqu'en fait, l'une des causes de l'endométriose, ou un des facteurs de l'endométriose, ça va être une hyperostrogénie, donc un déséquilibre hormonal avec trop d'ostrogène par rapport à la progestérone, et le syndrome prémenstruel est également lié à une hyperostrogénie, donc on peut très bien retrouver les deux. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui peuvent avoir le syndrome des ovaires polykystiques aussi. Voilà, et c'est même on trouve même des liens forts entre endométriose et des maladies auto-immunes comme l'hypothyroïdie d'Hashimoto, la spondylarthrite ankylosante, le lupus, etc., la fibromyalgie. Enfin voilà, il y a pas mal de maladies où on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, voilà, qui ont aussi ces maladies-là. D'accord. Donc, et on connaît les causes. Est-ce que c'est génétique, par exemple? Non, aujourd'hui, on connaît pas les causes. On a plusieurs théories, mais aucune d'elles n'est 100% satisfaisante. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je te dise un peu les différentes théories Ouais, vas-y. qui existent. La piste génétique est étudiée, mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de très concret, rien de très valable. Alors il y a une théorie qu'on entend beaucoup, qui est la théorie du reflux, donc où le sang des règles reflue par les trompes pour venir se déposer après à l'intérieur de la cavité abdominale. Cette théorie-là, elle est de plus en plus contestée, tout simplement parce que 90% des femmes ont du reflux et heureusement 90% des femmes n'ont pas de l'endométriose, donc c'est qu'il y a quelque chose derrière. Probablement un système immunitaire qui est défaillant à ce niveau-là, parce qu'on a trouvé de l'endométriose chez des hommes, on a aussi trouvé de l'endométriose chez des fœtus, donc cette théorie ne tient pas la route, mais voilà, en tout cas on en entend beaucoup parler encore aujourd'hui dans les médias. Il y a une autre théorie aussi qui est la théorie métaplasique, où là en fait on pense que l'endométriose pourrait venir en fait dès la différenciation cellulaire, donc au niveau embryonnaire, d'où le fait qu'on puisse retrouver de l'endométriose chez des fœtus. Donc ça c'est une autre théorie. Il y a une théorie aussi qui s'appelle la métastase, théorie de la métastase via les réseaux vasculaires et lymphatiques, où là on pense que l'endométriose résulte de la migration de cellules de l'endomètre par voie lymphatique ou sanguine.
et qui va aller coloniser par ces voies-là les autres organes. Voilà. Après, il y a d'autres théories, mais ces trois-là, c'est celles qui tiennent pour l'instant le mieux la route. Mais voilà, il y a encore toujours pas mal de recherches sur la piste génétique, la piste du microbiote, etc. Ouais, d'accord, ok, je vois. Et est-ce qu'on connaît le pourcentage de femmes qui sont atteintes? D'endométriose, oui. Ouais. C'est à peu près 1 à 2 femmes sur 10. Donc un peu plus de 10% de la population, ce qui représente 2 millions de femmes en France, donc c'est pas rien. D'accord, ah ouais. Et comment est-ce que le diagnostic médical est posé? Alors l'une des difficultés avec l'endométriose, c'est l'errance médicale. Aujourd'hui, l'errance médicale, elle est en moyenne de 7 à 10 ans. Pour moi, par exemple, ça a été de 25 ans. Ah ouais. Là, on entend beaucoup parler d'endométriose dans les médias. Le président de la République, Macron, a pris la parole dessus, etc. Donc, voilà, le fait d'en parler, probablement que la souffrance des femmes va être mieux prise en compte. En tout cas, je l'espère, même parmi les médecins. Faut savoir que l'endométriose est abordée en études de médecine que depuis, si je me trompe pas, c'est les années, on est en 2024. Je crois depuis 2020 ou 2021. Donc c'est tout récent. Jusqu'à présent, voilà, les médecins n'avaient jamais entendu parler d'endométriose. Donc voilà, il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Donc comment le diagnostiquer? La première étape pour moi, c'est la clinique. Donc quand une femme va voir son médecin, son gynécologue, ou même une jeune fille qui va à l'infirmerie à l'école parce qu'elle fait des malaises, parce que les douleurs sont trop fortes pendant ses règles, déjà en tenir compte et alerter sur le fait que avoir des douleurs comme ça, c'est pas normal et qu'il y a peut-être une endométriose derrière. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être l'imagerie, donc soit par échographie endopelvienne, soit par IRM. Et les imageries doivent être lues par des vrais spécialistes de l'endométriose. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent peut-être que j'ai de l'endométriose, leur médecin leur prescrit une échographie ou une IRM, et on voit rien à l'imagerie. C'est juste que la personne ne sait pas lire les images pour l'endométriose. Et donc c'est important de trouver un vrai spécialiste. Voilà, il y a les associations de malades qui peuvent orienter sur les vrais spécialistes. En région parisienne, et même maintenant il y a pas mal de filières de soins spécialisés dans l'endométriose. Donc voilà, chaque région, vous pouvez aller voir les médecins qui sont vraiment spécialistes de l'endométriose. Et puis si vous avez des doutes par rapport à un diagnostic qui ressort négatif, il y a le site deuxièmeavis.fr qui est très bien, où là vous pouvez envoyer votre dossier médical et il y a d'autres médecins qui vont regarder les imageries et qui vont poser du coup un diagnostic. Ouais, d'accord, hyper intéressant comme info. Ouais, je connaissais pas ce site. Ça c'est super intéressant. Il y a beaucoup de femmes qui ressortent avec un premier diagnostic négatif, et en allant sur le site de Deuxième Avis, s'aperçoivent qu'elles ont bien de l'endométriose ou de l'adénomiose, etc. Ok. En 2 mots, est-ce qu'on peut guérir de l'endométriose? Est-ce qu'il y a des traitements médicaux qui sont efficaces? Alors aujourd'hui, non. Enfin, officiellement, on ne sait pas guérir de l'endométriose. Il n'y a pas de traitement médical efficace. Quand une femme a de l'endométriose, qu'on va lui proposer, ça va être déjà des antalgiques pour soulager la douleur, ou alors un traitement hormonal, donc pilule contraceptive ou un traitement spécifique à l'endométriose, mais qui va juste en fait bloquer le cycle ovarien, bloquer les règles, et donc on va un peu mettre tout ça sous silence. Pour certaines femmes, ça soulage les douleurs et voilà, c'est déjà très bien. Pour d'autres femmes, ça ne soulage pas du tout les douleurs. Parfois, ça n'arrête même pas les règles. Mais en aucun cas, ça ne guérit de l'endométriose. C'est-à-dire que même si on prend la pilule et que ça nous soulage de nos douleurs, dès qu'on arrête, ça va revenir. Ouais, ça met sous silence, quoi. Ouais, ça met juste sous silence. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui découvrent qui ont de l'endométriose à 30, 35 ans, lorsqu'elles veulent avoir, par exemple, leur premier enfant.
parce qu'elles ont été mises sous pilule très tôt, dès leurs premières règles, pour cause de douleurs ou d'acné ou autre. Et en fait, elles ont pris toujours la pilule, donc en fait, elles se sont pas rendues compte qu'elles avaient de l'endométriose. Et quand elles arrêtent, parce qu'elles ont envie d'arrêter, parce qu'elles supportent plus la pilule ou parce qu'elles veulent tomber enceinte, bah là, les symptômes arrivent. Et elles découvrent qu'elles ont de l'endométriose à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui, d'un point de vue allopathique, il n'y a pas de traitement. Voilà, au niveau naturel, on arrive à accompagner quand même cette maladie. Et il y a, moi je connais quelques cas de personnes qui, suite à une chirurgie ou à des traitements naturels, arrivent à voir leurs lésions diminuer et ne plus avoir de douleur, etc. Donc voilà, mais tout ça, ça dépend vraiment d'une femme à une autre. On dit qu'il y a pas une endométriose, mais il y a des endométrioses. Donc voilà, chaque cas est différent. Au niveau du traitement, il y a la chirurgie aussi en dernier recours. Voilà, pour venir retirer ces lésions d'endométriose. Il y a un taux de récidive qui est assez important dans ces chirurgies-là. Donc voilà, faut savoir. Après, c'est vraiment une discussion à avoir avec son médecin entre les bénéfices, les risques, le fait que ça revienne ou pas. Voilà, on parle aussi d'hystérectomie. Souvent, il y a les femmes demandent même une hystérectomie tellement les douleurs sont fortes. Faut savoir que, hormis les cas d'adénomiose où là, les cellules sont internes à l'utérus, le fait de se faire retirer l'utérus n'a aucune incidence sur l'endométriose puisque les cellules sont à l'extérieur. Donc, même sans utérus, quand on garde un cycle, les cellules vont être présentes et elles vont créer de l'inflammation et des douleurs. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une cause psycho-émotionnelle, une sorte de somatisation en fait? Alors c'est difficile de répondre. Hein. Je pense que il n'y a pas d'études là-dessus. Hein, on est d'accord. Après, moi, c'est une cause que j'aime toujours aller explorer avec mes clientes ou pour moi-même. Déjà, ce qui est fréquent, c'est que lorsqu'il y a un choc émotionnel ou des émotions qui sont présentes, il y a beaucoup de femmes qui derrière déclenchent une crise d'endométriose. Donc voilà. Donc il y a un lien quand même fort entre les émotions et les douleurs d'endométriose. Les émotions vont aussi exacerber la sensibilité à la douleur, etc. Après, est-ce qu'il y a une cause psycho-émotionnelle? C'est toujours bien d'aller explorer un peu ce qui se passe autour de notre utérus, au niveau énergétique. C'est aussi notre deuxième chakra, le chakra sacré. Notre matrice, donc voir un peu d'aller explorer notre façon d'être, comment est-ce qu'on vit notre vie de femme, est-ce qu'on arrive à s'exprimer, à prendre notre place. L'endométriose, ça veut dire ça, hein, c'est des cellules qui sont pas à leur place. Est-ce que nous-mêmes, on se sent à notre place? Comment est-ce que sent par rapport à notre féminité, par rapport à la maternité? Si on décortique, je sais pas si tu connais le langage des oiseaux, mais tu vois, endométriose, endo c'est à l'intérieur, maître et ose, donc quelque part c'est ose le maître qui est en toi. Donc est-ce que le maître qui est en toi arrive à s'exprimer, à exprimer ses émotions, ses besoins, ses envies, ses désirs, est-ce qu'il arrive à trouver sa place, etc. Donc voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller explorer ces choses-là. Si on sent qu'on n'est pas complètement aligné, de faire un travail, peut-être en coaching, en développement personnel, pour trouver plus d'épanouissement dans ces domaines-là et de voir après ce que ça fait par rapport à l'endométriose. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment une cause? Ça, pour l'instant, il n'y a pas de preuve, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'aller explorer ces sphères-là, en tout cas. Et par rapport à l'idée de maternité dont tu parles, là, est-ce que le fait de prendre la pilule peut causer l'endométriose? Parce que j'avais entendu dire que quand on prend la pilule, quelque part, on dit à son corps d'éteindre la fonction de reproduction dans la sphère gynécologique. Donc, est-ce que le corps pourrait essayer de faire migrer de l'endomètre hors de la zone utérine pour contourner le problème et essayer de créer du tissu reproductif ailleurs dans le corps? Est-ce que tu as un avis là-dessus?
Ouais, c'est intéressant. Ben, on a une prof à ISUPNAT qui avait évoqué ça en disant bah peut-être que notre corps arrive pas à fabriquer un petit bébé dans notre utérus, donc on va aller migrer ailleurs pour voir si on arrive à se reproduire ailleurs que dans l'utérus. Voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse à ça. Je pense que chaque femme doit faire un choix éclairé par rapport à la pilule. Souvent, on se la fait imposer par les médecins, parfois à contre-cœur, mais peut-être rester à l'écoute de soi et de se dire est-ce que la pilule c'est ok, est-ce que c'est pas ok. Ça peut être ok sur une période donnée parce que vraiment ça, pour certaines femmes, ça peut vraiment soulager et faire une pause et voilà, s'octroyer ce moment-là. Et puis après l'arrêter. Enfin voilà, chaque femme doit prendre sa décision par rapport à ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'une des facteurs de l'endométriose, c'est les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on est entouré de perturbateurs endocriniens et la pilule est un perturbateur endocrinien, là pour le coup volontaire, hein, c'est sa fonction première, c'est de perturber nos hormones. Donc voilà, est-ce que la pilule peut être la cause de l'endométriose? Je sais pas, mais en tout cas la pilule ne guérit pas de l'endométriose, ça c'est sûr. Et la pilule a aussi de nombreux effets secondaires, donc voilà, faut aussi être clair là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi on ne parle pas plus du lien entre la pollution environnementale ou les perturbateurs endocriniens? Parce que l'autre jour, je disais que certains polluants peuvent vraiment augmenter le risque d'endométriose de manière très importante. Par exemple, on sait que la dioxine, qui est un polluant organique persistant issu entre autres des pots d'échappement des voitures ou de la combustion du bois ou du charbon, augmente le risque d'endométriose de 65%. Mm. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de ces liens? Bah, je pense que comme pour beaucoup de sujets, c'est économique parce qu'effectivement la dioxine ça vient essentiellement des pots d'échappement. Bah, aujourd'hui on peut pas, la société n'est pas prête à arrêter du jour au lendemain toutes les voitures ou de passer au 100% électrique ou les usines aussi qui produisent ces polluants là, etc. Enfin voilà, aujourd'hui on est quand même dans une société où la finance prime sur le reste et même sur notre santé. Donc, mais voilà, on commence à parler quand même de plus en plus des perturbateurs endocriniens. La France a été le premier pays à interdire les PFAS. C'est tout récent, je sais pas si Ouais. si tu en as entendu parler. Donc les PFAS, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels. Voilà, c'est des polluants. Alors j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, c'est des polluants qui sont éternels, c'est-à-dire au fil des années, ils vont pas se dégrader, que ce soit dans les sols, dans les eaux ou même dans notre corps. Aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent déjà avec des polluants éternels dans leur tissu. Donc ça, c'est une super avancée. Mais par exemple, en France, on a une grande entreprise qui s'appelle, on va la citer, Tefal. Et donc le lobby de Tefal a réussi à faire en sorte que les PFAS soient interdits, sauf dans les ustensiles de cuisine. Donc aujourd'hui, on a toujours des poêles Tefal avec ce revêtement anti-adhésif qui est un polluant éternel. Et voilà. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, je parlais en début d'empuissancement. Aujourd'hui, il faut que chaque personne prenne ses responsabilités et sans puissance. Parce que les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Aujourd'hui, on n'interdit pas les poêles Tefal, mais aujourd'hui, personne n'oblige à avoir des poêles Tefal à la maison. Donc, c'est à nous de choisir d'autres ustensiles de cuisine, privilégier l'inox, le bois, la fonte. C'est à nous de faire attention à nos cosmétiques, à ce qu'on met sur notre corps, à nos produits d'entretien, à l'eau qu'on boit, etc., etc. C'est voilà, on peut faire des choses à notre niveau. On pourra pas supprimer tous les polluants éternels, enfin tous les polluants de notre environnement. Mais voilà, le maximum qu'on puisse faire nous, ça sera déjà énorme. Ouais,
Ouais, souvent, je dis à mes clients qu'il y a pas mal de choses qui nous facilitent la vie, qui sont en fait toxiques pour nous. Tu parles des poils Tefal, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est plus facile, ça colle pas, etc. Ouais. Mais bon, moi, je parle souvent par rapport à l'activité physique, tu vois, le fait de, voilà, les trottinettes électriques, les vélos électriques. Bon, le vélo électrique, c'est encore sujet à débat, mais la voiture, tout ça, enfin, on essaie de tout le temps se faciliter la vie, et finalement, quelque part, on se fait pas du bien. Mm. Euh, Sinon, moi, je m'intéresse pas mal au microbiote intestinal. Donc, est-ce que tu sais s'il y a un lien entre microbiote intestinal ou alors vaginal et utérin et endométriose? Ouais, alors il y a déjà un lien qui est avéré. C'est que quand on a un microbiote déséquilibré, on peut avoir un excès d'estrobolome, qui est une souche bactérienne. Et cet estrobolome va réabsorber en fait les œstrogènes qui auraient dû être éliminés via les selles. Et donc ça va créer une hyperostrogénie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hyperostrogénie est un des facteurs de l'endométriose. Ensuite, un déséquilibre du microbiote intestinal va créer de l'inflammation, et l'inflammation est un des facteurs de l'endométriose. Donc là, il y a déjà deux facteurs liés au microbiote qui sont en lien avec l'endométriose, et il y a pas mal d'études en cours qui s'intéressent vraiment au microbiote intestinal par rapport à l'endométriose. Donc c'est important de prendre soin de son microbiote, déjà quel que soit le sujet, que ce soit en prévention ou par rapport à une pathologie. Le microbiote, c'est vraiment quelque chose où voilà, faut vraiment en prendre soin. Mais oui, il y a des liens très forts entre microbiote et endométriose. Intéressant. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de maladies auto-immunes comme la spondylarthrite ankylosante, tout ça. Et en fait, il y a un vrai lien qui est prouvé entre dysbiose intestinale, c'est-à-dire dérèglement du microbiote intestinal, hyperporosité Mm. de l'intestin et maladie auto-immune, inflammation et maladie auto-immune. Donc effectivement, Ouais. il pourrait très bien y avoir ce lien qui peut être fait. Et j'ai lu récemment dans le média Reporter que l'endométriose provoque 21 000 hospitalisations par an et est la première cause d'infertilité en France. Donc, est-ce que, d'après toi, les autorités de santé se mobilisent suffisamment pour essayer de trouver des solutions de prévention? Euh, Alors, en ce moment, oui, en France, il y a beaucoup de choses qui est fait. Alors, ça va pas suffisamment vite, mais il y a quoi? C'était il y a 2 ans, je crois, juste avant les deuxièmes présidentielles pour Emmanuel Macron, il a pris quand même la parole à la télévision pour parler d'endométriose. J'ai pas souvenir qu'un autre président ait pris la parole pour parler d'une maladie en particulier comme ça. Donc il y a une vraie prise de conscience sur l'endométriose. Il y a des filières de soins régionales un peu partout en France qui est en train de se développer. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour essayer de trouver déjà la cause, parce que tant qu'on n'a pas trouvé la cause, ça va être compliqué de trouver des remèdes ou des solutions ou même de faire de la prévention pour ça. Il y a une start-up française qui a mis au point un test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose. Donc ça devrait être mis sur le marché en France et pris en charge dans certains cas par la Sécurité sociale en 2025. Ça fait un petit peu polémique ça, mais voilà, pourquoi est-ce que ça serait pas pris en charge, etc. Bon, voilà, ça c'est un autre débat. Mais il y a quand même de plus en plus de moyens qui est mis en place pour ça. On parle beaucoup d'endométriose dans les médias, à la télé, etc. Donc voilà, j'espère que ça va faire avancer la cause en tout cas. Et tu sais que dans ce podcast, on ne parle pas vraiment du traitement des maladies, mais plutôt de prévention et de renforcement du terrain. Donc, est-ce qu'on peut, selon toi, renforcer notre terrain, enfin les femmes peuvent renforcer leur terrain gynéco pour prévenir l'endométriose?
Ouais. Alors, je sais pas si on peut parler vraiment de. Est-ce qu'on peut prévenir vraiment l'endométriose? Voilà, ça je sais pas. En tout cas, il y a toujours des choses à faire, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour pas avoir ces douleurs, parce on peut très bien avoir de l'endométriose et qu'elle soit asymptomatique. Et donc pour ça, je pense. Alors voilà, pour moi le premier axe, ça va être vraiment d'aller regarder du côté des perturbateurs endocriniens. Et voilà, et de faire en sorte d'être le moins possible en contact avec les perturbateurs endocriniens, même si c'est compliqué et que il y en aura toujours, voilà, dans la société dans laquelle on vit, mais de faire le maximum. Il y a des phases particulièrement sensibles par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est les femmes enceintes et les enfants. Enfin voilà, les enfants. Et donc voilà, déjà faire attention à ça. Ce qui est intéressant aussi pour les femmes, c'est d'apprendre à connaître leur cycle et à lire leur cycle. Quand on connaît notre cycle, on arrive à voir s'il y a un déséquilibre, quel qu'il soit. S'il y a des choses qui ne vont pas, on arrive à le lire à travers notre cycle, à travers de savoir si on est en phase pré-ovulatoire ou post-ovulatoire, est-ce qu'on a bien ovulé ou pas, par rapport à l'observation de la glaire cervicale, de la hausse de température, etc. Donc il y a beaucoup d'indices qu'on peut avoir pour voir s'il y a un déséquilibre. Et je pense que si les femmes sont formées à ça, parce qu'aujourd'hui on n'est pas formé à ça, ça permettrait de voir là où il y a des déséquilibres et donc de pouvoir mettre en place des choses pour retrouver un équilibre déjà par rapport à ça. Voilà, déjà il y a ces deux sujets-là, le déséquilibre hormonal et les perturbateurs endocriniens, qui sont en lien d'ailleurs. C'est déjà deux choses qu'on peut faire. Après, il y a bien sûr toute l'hygiène de vie, alimentation anti-inflammatoire, mouvement, gestion du stress, des émotions. Tout ça va aider grandement en prévention et en soulagement des douleurs si elles sont là. Et est-ce que tu as eu des retours par rapport à tout ce que tu préconises de mettre en place pour prévenir l'endométriose ou éviter les récidives, disons? Oui, alors en fait, quand on arrive à mettre une hygiène de vie comme ça correcte au long cours, déjà on va avoir une qualité de vie qui va s'améliorer puisqu'on va plus ou quasiment plus avoir de douleurs ou de crises, on va plus avoir de symptômes digestifs, etc. Parfois les lésions peuvent régresser. Clairement à l'imagerie on peut voir les lésions qui diminuent ou voire même qui disparaissent. Et ça permet aussi, par exemple pour même les femmes qui ont eu une chirurgie, de faire en sorte que ça ne récidive pas ou que ça intervienne beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment intéressant de travailler son terrain et d'avoir une hygiène de vie au long cours, voilà, pour prévenir de l'endométriose. Donc ça c'est sûr. Et après pour aller mieux, pour mieux vivre avec. Trop bien, ouais. Oui, puis en plus ça va apporter un bien-être sans doute dans d'autres domaines dont on ne soupçonnait même pas. Ouais, oui. Toi, tu as créé un podcast qui s'appelle Plus forte que l'endo. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce podcast? Ouais, je me suis lancée dans le podcast parce que c'est un format que j'aime bien. Ça permet de développer un peu plus certains sujets. Alors que voilà, sur les réseaux sociaux, on est très souvent limité sur la durée, sur le texte, etc. Donc là, sur le podcast, on a beaucoup plus de liberté, je trouve, et on peut vraiment développer plus longuement une thématique. Moi, j'aime bien aussi consommer personnellement des podcasts. C'est une manière intéressante, au lieu d'être derrière son écran de téléphone, on peut écouter un podcast en marchant dans les transports, en faisant son footing ou en faisant autre chose. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, pour moi, c'était une autre façon aussi de sensibiliser à la cause de l'endométriose et aussi de sensibiliser les femmes avec une vision plus large que purement la naturopathie. J'avais envie aussi de parler d'empuissancement du féminin, de coaching de vie, de développement personnel, de mindset. Parce que voilà, quand on souffre de l'endo, c'est bien d'avoir
une bonne alimentation, de faire de l'exercice physique, etc. Mais l'idéal, c'est quand même d'être pleinement épanoui dans sa vie, quel que soit le domaine, professionnel, personnel, etc. Et donc, je trouve que c'est très important de travailler tous ces aspects-là, et c'est ce que j'essaye de développer dans le podcast. Ok, top. Et dans le cadre de ton activité, justement, tu as écrit plusieurs guides pratiques. Tu veux bien nous en dire 2 mots? Ouais, alors pour l'instant, j'en ai écrit qu'un seul. Ok. C'est le guide pratique antidouleur d'endométriose. J'en prévois d'en écrire 2 autres. Un prochainement, ce sera le guide pratique anti-fatigue lié à l'endométriose. Et le 3e, normalement, ce sera le guide pratique de l'alimentation anti-inflammatoire. En fait, à travers ces guides-là, j'ai vraiment voulu répondre à des problématiques très concrètes de mes clientes et des femmes atteintes d'endométriose. Voilà, parce que voilà, faire de la prévention, travailler sur le terrain, ça c'est sûr que c'est indispensable. Et c'est vraiment ce que je dis à toutes les femmes qui viennent me voir. Mais quand une femme est en souffrance, elle, ce qu'elle veut, c'est atténuer ses douleurs. Et donc, voilà, c'est pas la philosophie première de la naturopathie où on est avant tout en prévention, mais on a quand même des techniques qui sont formidables pour soulager les douleurs, à la fois en travaillant sur du symptomatique, mais à la fois en travaillant sur le terrain. Et donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de répondre de manière très concrète, très pratique aux problématiques des femmes, avec des guides aussi qui sont à petit prix et donc qui permettent l'accès au plus grand nombre. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais aborder? Je pense que tu as déjà fait pas mal le tour avec toutes ces questions-là. Mais non, juste ce que je voudrais dire, c'est de garder espoir, que parfois le chemin est difficile, mais en tout cas, ça vaut le coup de prendre soin de soi, de prendre soin de son hygiène de vie, de revoir son hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, la gestion du stress, des émotions, mais aussi de qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre vie. Est-ce qu'on se sent bien dans nos baskets? Est-ce que on se sent bien dans notre place? Et de travailler sur tout ça. Et tout ça, ça va apporter un bien-être et par rapport à l'endométriose et un bien-être global. Et ça vaut le coup de mettre tout en œuvre pour y parvenir, même si ça peut paraître difficile, mais on en retire toujours des bénéfices. Génial. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent pour renforcer leur terrain gynécologique? Je dirais la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Première chose, faire attention aux perturbateurs endocriniens, donc tout ce qu'elles mettent sur leur peau, les crèmes, les gels douche, les savons, les shampoings, le maquillage, tous les produits d'entretien, revenir à des choses plus basiques, plus naturelles, et puis apprendre à connaître leur cycle. Voilà, se former peut-être à la symptothermie ou en tout cas apprendre à connaître leur cycle féminin. Mmh. Ok, top. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur l'endométriose ou sur la santé préventive en général? Ouais. Y a un livre qui est super intéressant qui s'appelle Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie, écrit par des médecins. Donc il y a le médecin Éric Petit, Delphine L'Huillerie, je sais plus trop comment ça se prononce, Éric Sauvanet. Mais bon, je te le noterai, puis comme ça tu pourras le mettre en commentaire. En description. Ouais. Ça permet de bien comprendre déjà l'endométriose. C'est facile, c'est écrit par des médecins, mais il est très accessible. Et surtout, il donne des solutions pour soulager la douleur, et il donne des solutions naturelles. Et ça, c'est intéressant parce que très souvent, quand on va chez notre médecin, le médecin nous prescrit la pilule. Quand on parle de solutions naturelles, parfois on nous rit au nez. Et là, on voit que quand on a des médecins qui sont vraiment des experts, là, c'est les pontes au niveau endométriose en France,
ils ont suivi des milliers de femmes qui ont de l'endométriose, qui n'ont pas trouvé de solution d'un point de vue médical et donc qui ont essayé d'autres choses de manière naturelle. Et donc, force est de constater que ça marche. Et donc, dans ce bouquin-là, il donne pas mal de conseils, de solutions naturelles pour soulager la maladie. Donc, voilà, il me tenait à cœur de donner ce livre-là parce que ça fait vraiment plaisir de voir des médecins qui sont ouverts à d'autres pratiques et qui cherchent vraiment des solutions pour soulager les femmes et qui sont ouverts d'esprit. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, qui est aussi un peu une bible, qui s'appelle L'alimentation anti-endométriose, l'alimentation anti-inflammatoire pour vaincre les douleurs, de Fabien Piasco. Donc qui est diététicien spécialisé dans l'endométriose et voilà, et qui s'appuie sur des études scientifiques pour écrire ce livre, donc qui est super intéressant et qui donne des premières bases pour revoir son hygiène alimentaire. Bon, parfait. Et pour les femmes qui seraient intéressées, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Et en gros, comment se déroule un rendez-vous? Oui, alors on peut prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site internet monicavaz.fr. Et puis alors je propose des séances à l'unité, donc d'abord un bilan en naturopathie et après des séances de suivi si besoin, ou alors un accompagnement sur 5 séances où là il y a toujours un premier bilan en naturopathie qui est fait et les séances suivantes peuvent être soit des suivis en naturopathie ou aborder d'autres sujets en coaching de vie. Voilà, alors moi tout se passe en ligne, je suis 100% en ligne, donc voilà, quand vous prenez rendez-vous, vous recevez un lien Zoom, on se connecte. La première partie du rendez-vous, je pose beaucoup de questions ou alors je fais remplir un document en ligne, un questionnaire en ligne, voilà, qui me permet d'avoir déjà des informations sur la personne, sur sa vitalité, comment est-ce qu'elle mange, comment est-ce qu'elle digère, comment est-ce qu'elle limite, comment est-ce qu'elle dort, etc. Et ensuite, la deuxième partie, on va mettre en place ensemble un programme d'hygiène vitale où je vais donner des conseils d'abord sur les 3 piliers de la naturopathie, donc l'hygiène alimentaire, la gestion du stress et des émotions et le mouvement. Et après, j'utilise des techniques complémentaires, donc qui viennent en complément d'une hygiène de vie. Et donc là, je peux utiliser les plantes, les huiles essentielles, des compléments alimentaires en micronutrition, des techniques de respiration, de massage, contact avec la nature, utilisation de l'eau, voilà, toutes les techniques du naturopathe. Et puis pour les rendez-vous de suivi, ça peut être soit de la naturopathie, donc on va aller voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, est-ce qu'on peut mettre en place d'autres choses, etc. Et ou sinon ça peut être des sujets de coaching de vie pour essayer de voir les petits cailloux qu'on peut avoir dans nos chaussures parfois pour se sentir bien dans nos baskets et avancer vers nos objectifs. Voilà. Et dans les accompagnements sur plusieurs séances, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment tous les facteurs qui sont en lien avec l'endométriose. Donc il y a toute la partie hygiène de vie, alimentation, mais on va faire aussi un focus sur tous les perturbateurs endocriniens et voir très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter un maximum de choses. On peut avoir une autre séance où on va vraiment travailler plus sur la partie émotionnelle, etc. Donc il y a vraiment un travail en profondeur quand on prend un accompagnement sur 5 séances. Ok, merci Monica d'avoir accepté mon invitation, c'était super intéressant. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, et j'invite les auditrices et les auditeurs à se rendre sur ton site pour plus d'informations sur les accompagnants que tu proposes. C'est donc monicavaz.fr, Vaz c'est V-A-Z. V-A-Z. Et vous pourrez également trouver sur son site le guide pratique donc sur le sujet de l'endométriose qu'elle a écrit. Voilà, ouais. Écoute, je te dis à bientôt alors, et puis prends bien soin de toi Monica. Merci beaucoup Anthony, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme ni Monica ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler.
La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même. Vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous souhaitez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.